Bienvenue dans ce premier webinaire de la semaine de la copropriété, organisé donc par le réseau des ADIL. Je me présente, donc je suis Sonia Lakbar-Taleb, je suis juriste à la ville de Seine-Saint-Denis et également chargée de mission. Donc tout au long de la journée, plutôt de cette matinée, nous allons chercher à comprendre comment bien vivre ensemble en copropriété. Donc je suis accompagnée d'Anne et d'Estelle, comme vous le voyez à l'écran. Donc, 2 collaboratrices du réseau des ADIL. Alors, les sujets qui vont être abordés tour à tour sont d'abord le syndic non professionnel, les petites copropriétés et enfin, nous allons parler des travaux en copropriété. Anne, Estelle et moi-même allons aborder ces points sous un format de questions-réponses pour que ce soit effectivement plus didactique et qu'effectivement vous puissiez suivre avec intérêt les questions et les propos qui seront tenus. Ensuite, nous tiendrons un temps d'échange d'une dizaine de minutes ou un petit peu plus qui sera consacré aux questions des internautes et que vous pouvez envoyer via le chat. Comme vous pouvez le voir, il y a un chat pour pouvoir envoyer vos questions. Je tiens à rappeler quand même que seules des notions générales seront abordées ce matin. On ne va pas rentrer non plus dans tous les détails, mais au moins vous aurez effectivement les grandes lignes directrices. Alors, pour les cas particuliers, ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment de vous rapprocher de vos ADIL respectifs, c'est-à-dire les ADIL locales qui sont proches de chez vous et dont vous retrouverez les coordonnées sur le site de l'ANIL à la rubrique « Votre ADIL ». Donc, je vous recommande vivement d'y aller. Voilà, on va peut-être laisser un petit moment pour que tout le monde puisse effectivement nous rejoindre. Je vois effectivement qu'il y a déjà un certain nombre d'internautes qui nous ont rejoints. On va attendre un petit peu, quelques minutes, avant de laisser la parole à Anne, hein, qui va justement parler de notre première thématique. Bien, on va commencer, puisque je vois déjà que pratiquement la moitié des personnes nous ont rejoints, donc je pense qu'elles vont nous rejoindre progressivement. Donc, je vais donc laisser la parole à Anne, qui va vous parler donc de notre première thématique, qui est le syndic non professionnel. Merci Sonia. Je me présente, je suis Anne Augereau, conseillère juriste à l'ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, et aussi en charge des copropriétés. Effectivement, il arrive souvent qu'en ADIL, on nous pose la question, propriétaire de mon appartement, est-ce que je peux devenir syndic de ma copropriété? Eh bien oui, un syndic non professionnel est nécessairement un copropriétaire, et il ne peut en être autrement. C'est-à-dire qu'un ami, un voisin, qui n'est pas propriétaire dans la résidence où vous êtes, ne peut pas être syndic non professionnel. Ensuite, effectivement, si cette personne a vraiment le désir de devenir syndic de votre résidence, la seule solution pour elle est qu'elle puisse en faire son métier et qu'elle possède une carte professionnelle d'agent immobilier. En effet, il n'existe que 2 catégories de syndics. Les syndics professionnels, qui du coup possèdent une carte d'agent immobilier, carte professionnelle d'agent immobilier, et les syndics non professionnels, qui sont nécessairement des copropriétaires. De plus, parmi eux, les syndics non professionnels, il faut encore faire une distinction entre le syndic d'un syndicat coopératif et le syndic bénévole. D'accord, Anne, mais cela n'est pas trop compliqué quand même de faire toutes ces distinctions? Non. Pour faire simple, le syndic bénévole, c'est un copropriétaire qui gère sa copropriété. D'accord. Pour le syndicat coopératif, là, c'est autre chose. Les choses se compliquent un peu. Pour devenir donc syndic dans un syndicat coopératif, il faut d'abord que le syndicat des copropriétaires soit un syndicat coopératif. Ça coule de sens, mais il faut effectivement mettre en place des procédures. Alors, tout d'abord, le syndicat des copropriétaires, il va devoir se réunir. Donc, l'ensemble des copropriétaires vont se réunir en assemblée générale et vont décider de changer de statut, c'est-à-dire de passer d'un format classique à une forme coopérative. Ensuite, le syndicat des copropriétaires va élire un conseil syndical. Donc, habituellement, dans les copropriétés qui possèdent un conseil syndical, le conseil syndical élit son président. Là, c'est la même chose. Le conseil syndical va élire ce président.
Mais ce président va avoir la particularité d'être syndic, c'est-à-dire qu'il va remplir les missions de syndic. Il ne faut pas oublier que non plus, on donne un conseil au conseil syndical, c'est qu'il faut en plus qu'il puisse élire un vice-président. Donc ça, effectivement, on ne rencontre pas ça souvent. Le vice-président va, lui, suppléer au syndic en cas d'empêchement. Le but du jeu étant qu'il y ait toujours fait un syndic. C'est justement cette double casquette du président du conseil syndical et du syndic qui fait l'originalité du syndicat coopératif. Bien évidemment, le conseil syndical conserve ses missions qui sont effectivement d'assister et de contrôler la gestion du syndic. Et Anne, pensez-vous que cette forme soit répandue quand même sur le territoire? Non, le syndicat coopératif est peu répandu parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui concourent à sa faible proportion parmi les copropriétés. Si la copropriété est suffisamment importante, d'une part, elle va être tentée d'élire un syndic professionnel, car la gestion d'une copropriété reste une tâche relativement lourde qui ne va pas intéresser un copropriétaire pour une résidence de cette taille. D'autre part, donc, pour les petites copropriétés, là, elles pourraient être plus tentées de passer en forme coopérative et élire effectivement un syndic non professionnel. Seulement, il y a d'autres obstacles qui se dressent à elles. Elles ont déjà besoin d'un conseil syndical. C'est une obligation. Si le règlement de copro ne prévoit pas le conseil syndical, il va falloir changer le règlement de copro. De plus, pour passer en forme coopérative, il faut changer le règlement de copro. Donc, ça nécessite un coût financier pour le modifier et ça nécessite aussi d'obtenir la majorité. Et là, face à tous ces obstacles, on s'aperçoit qu'il y a très peu de copropriétés qui passent en forme coopérative. Et au final, on se rend compte que les copropriétés sont principalement gérées soit par un syndic professionnel ou par un syndic bénévole. Bon, Anne, vous avez évoqué justement la manière dont est choisi le syndic coopératif, mais est-ce que ce copropriétaire peut devenir syndic quand même? Oui, il peut devenir syndic. Pour devenir syndic, tout se joue en assemblée générale. Il s'agit de la réunion annuelle qui réunit l'ensemble des copropriétaires. En effet, ces derniers vont se réunir au moins une fois par an pour prendre des décisions sur l'administration de la copropriété. Au cours de cette réunion, ils vont être appelés à voter, à décider, à discuter du montant du budget, des travaux à réaliser, du syndic à choisir, de la couleur. Ça peut aussi aller à la couleur des storbanes pour le balcon. Ça peut aussi aller à la mise en place d'un éclairage avec minuteur pour le local poubelle ou aussi des contrats pour l'entretien de l'immeuble. C'est l'instance où sont discutées et où sont prises les décisions concernant la copropriété. Revenons au syndic. Donc lui, il est élu au cours de cette assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, il y a 50 copropriétaires qui ont chacun une voix. Il faudra que le syndic récolte 26 voix pour pouvoir être élu. Le syndic donc, est élu pour 1 an, voire 3 ans. Les syndics professionnels, en règle générale, vont être élus pour 1 année, voire 1 an et demi. Les syndics non professionnels, là, plus facilement pour éviter effectivement d'avoir la question tous les ans en assemblée générale, ils vont facilement être élus pour 3 ans. Bon, il se trouve qu'on a quand même des syndics non professionnels qui sont élus pour 1 an, mais en majorité, ils sont élus pour 3 ans. Le syndic non professionnel, s'il n'est plus copropriétaire, ce qui peut arriver, parce qu'il aura vendu ses lots, son mandat s'arrête automatiquement. Il n'est plus syndic. Cependant, la loi lui laisse la possibilité jusqu'à 3 mois après la fin de ses fonctions pour organiser une autre assemblée générale qui désignera un nouveau syndic. Justement, Anne, que se passe-t-il en cas de changement de syndic, justement? Donc, il arrive aussi que le syndic soit toujours copropriétaire et ne souhaite plus être syndic, ou que le syndicat des copropriétaires souhaite tout bonnement changer de syndic. Dans ce cas, l'assemblée générale est organisée pour désigner un nouveau syndic. Donc, cela va pouvoir se faire au cours d'une assemblée générale annuelle. C'est ce qu'on trouve dans la majorité des cas. On peut aussi organiser une assemblée générale exceptionnelle si vraiment ça ne va pas. L'assemblée générale donc, va choisir le nouveau syndic et va fixer la date de prise de fonction du nouveau contrat. Donc,
la date de prise de fonction du nouveau contrat et la fin de l'ancien mandat du syndic. À noter que la loi a récemment été modifiée pour imposer que l'ancien syndic puisse mettre fin à ses fonctions au plus tôt le lendemain de l'Assemblée générale, afin d'éviter, comme ça a pu se voir par le passé, des syndics qui, n'étant plus syndics, partaient en plein milieu de l'AG. Le nouveau syndic a pris ses fonctions, mais là commence une autre étape, c'est l'étape de la transmission des documents. En effet, pour bien mener sa mission, il doit effectivement recevoir de l'ancien syndic tout un tas de documents. Donc cette transmission se fait, tout ne se fait pas tout de suite. Il y a effectivement certains délais à respecter. Par exemple, pour que le syndic commence à travailler dans de bonnes conditions, il faut que l'ancien syndic puisse lui transmettre, dans un délai de 15 jours, après l'arrêt des fonctions de l'ancien syndic, les documents comptables, la trésorerie, les comptes bancaires. Ensuite, dans un délai d'1 mois, l'ancien syndic va transmettre des documents, donc tous les documents contractuels, les contrats en cours, les documents techniques de la copropriété, les diagnostics. Malheureusement, il arrive que ces délais ne soient pas respectés. Il arrive aussi que l'ancien syndic mette du temps avant de transmettre ou ne souhaite pas du tout transmettre les documents. Donc là, il y a possibilité de faire un courrier de mise en demeure pour mettre en demeure le syndic de faire le nécessaire. Et si jamais le syndic reste muet à ses sollicitations, il va falloir finir par passer par le juge pour pouvoir obtenir ces documents. Merci, Anne, c'est vraiment très clair, mais je me demandais si un syndic pouvait se faire rémunérer justement pour toutes ces 6 missions, parce on a parlé de syndic bénévole. Oui, le bénévolat suppose l'exercice d'une activité à titre gracieux, bien évidemment. De ce point de vue, un syndic bénévole ne peut pas être rémunéré. Cependant, dans la réalité, il peut l'être, et du coup, ça remet en cause la notion de syndic bénévole. C'est pour ça que la loi a évolué. On ne parle plus vraiment de syndic bénévole, mais de syndic non professionnel. Même si, en termes de sémantique, on utilise toujours le mot de syndic bénévole, il n'empêche que ce dernier peut être rémunéré. Donc, concernant sa rémunération, il y a un contrat type de syndic, maintenant, qui est obligatoire, mais on le verra un petit peu plus tard. Il prévoit dans son article 8 le défraiement et la rémunération du syndic non professionnel. Au même titre, on a un article 7 qui va être consacré à la rémunération du syndic professionnel. Bon. Cependant, en réalité, il n'est pas question de rémunération du syndic non professionnel, mais d'une indemnité, d'une part pour les frais réels engagés, comme par exemple les frais de transport ou des frais de téléphonie, et d'autre part, une indemnité pour le temps de travail consacré à la copropriété. Le coût doit être fixé à l'avance dans le contrat de syndic. Il est soit sur un forfait annuel ou sur un coût horaire. Le montant de l'indemnité et son mode de répartition, donc forfait ou coût horaire, doit donc être déterminé à l'avance par le candidat syndic. Il doit donc faire attention, anticiper effectivement le montant des frais réels pour ne pas se trouver dépourvu. Mais cependant, attention au montant à fixer, parce que d'une part, ce montant est imposable. Il est imposable au titre des bénéfices non commerciaux. D'autre part, il faut rappeler que le candidat syndic reste un syndic non professionnel. Si la somme est trop importante, on pourrait se poser la question, pourquoi prendre un syndic non professionnel et ne pas prendre un syndic professionnel? La différence, justement, n'est pas qu'une question de carte professionnelle ou d'être propriétaire dans l'immeuble ou pas. Il ne faut pas oublier que les copropriétaires, s'ils choisissent un syndic non professionnel, c'est justement pour faire des économies sur les charges et ne pas payer le syndic ou le payer très peu. D'accord. Très, très bien. Merci, Anne. Mais vous évoquez énormément le contrat de syndic, mais est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Alors, la loi a mis en place un contrat type qui n'est pas obligatoire quand le syndic n'est pas rémunéré. Cependant, donc, c'est simple, ça signifie qu'un syndic professionnel va demander une rémunération, il doit représenter ce contrat obligatoire. Un syndic non professionnel qui va demander une indemnité, il doit aussi présenter un contrat.
En revanche, s'il ne demande pas d'indemnité, on pourrait venir dire, dans ce cas-là, il ne présente pas de contrat. Là, les choses se corsent un petit peu, parce que dans le contrat de syndic, on a effectivement un autre article qui prévoit des frais qui pourraient être imputés au seul copropriétaire. Donc, c'est-à-dire que le syndic peut être amené, à titre d'exemple, quand, lors d'une vente, le syndic est amené à faire un état daté. Donc, c'est un document qui vient donner d'un côté les sommes que le copropriétaire vendeur pourrait devoir au syndicat et les sommes que le syndicat pourrait devoir au copropriétaire vendeur et aussi pour le futur acquéreur, les sommes que le futur acquéreur devrait au syndicat des copropriétaires. C'est l'état daté. Cet état daté a un coût et ce coût est souvent financé au copropriétaire. Même chose pour la reproduction de documents, type des diagnostics techniques, ou alors pour un copropriétaire indélicat qui serait en situation d'impayé, tout frais de mise en demeure peut être facturé à ce copropriétaire. Donc, s'il y a des frais, les frais, ils doivent être prévus. Ils doivent être prévus en avance. Les frais qu'on pourrait demander à un copropriétaire doivent être prévus. S'ils ne sont pas prévus, le copropriétaire pourrait très bien se décharger et dire, écoutez, il y a un contrat a été signé, il n'y a pas, ou il n'y a pas de contrat de signé, il n'y a pas de somme de prévue. Pourquoi pouvez-vous m'appliquer ces frais? Et donc, il pourrait facilement se dégager de cette somme. Donc, pour ce faire, il est quand même préférable, si un syndic demande une somme, qu'elle soit pour lui ou qu'elle soit pour des copropriétaires, de rédiger un contrat. Cependant, le syndic peut ne pas demander d'indemnité, il peut aussi ne pas décider d'imposer, de faire payer des sommes à des copropriétaires pour des actes qu'il ferait pour lui. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas d'obligation d'avoir un contrat. L'Assemblée générale, dans sa délibération, si nous avons une délibération suffisamment claire avec le nom du syndic, la durée de la mission du syndic, sa date de prise de fonction et sa date de fin, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire un contrat. En règle générale, dans les pratiques, donc pour mes deux départements, donc le Nord et le Pas-de-Calais, les syndics non professionnels ne demandent pas d'indemnité pour leur mission et ne font pas payer les copropriétaires lorsqu'ils réalisent des documents ou des prestations pour eux. Ils ont à dire qu'ils sont bénévoles et que justement, c'est pour faire des économies et qu'il n'y aurait pas de rémunération payée. Sinon, autant prendre un syndic professionnel. De plus, on s'aperçoit que les syndics bénévoles font rarement un contrat. D'accord, d'accord. Merci pour ces explications assez détaillées. Et je me pose une question concernant l'assureur qui m'a parlé d'une assurance responsabilité civile. Oui, tout à fait. Est-ce que cette assurance est vraiment obligatoire? Cette assurance n'est pas obligatoire. Cependant, le syndic non professionnel remplit les mêmes missions qu'un syndic professionnel à quelques différences près. À ce titre, donc, le syndic non professionnel, tout comme le syndic professionnel, il est tenu à l'entretien de la copropriété. Il doit envoyer des convocations d'assemblée générale. Il doit tenir les comptes. Donc, le syndic non professionnel, dans le cadre de sa mission, est exposé à des risques. L'assurance responsabilité civile est là pour le protéger. Elle va le couvrir si oublie d'envoyer une convocation d'assemblée générale. Si une entreprise de travaux décide du jour au lendemain d'abandonner le chantier ou en cas de difficulté à recouvrer les charges d'un copropriétaire. Cette assurance est donc fortement recommandée, une négligence étant si vite arrivée. Bien sûr, l'assurance ne couvre tout ce qui est assurable, donc tout n'est donc pas couvert, bien évidemment. Un syndic qui ne gérerait pas un sinistre comme un dégât des eaux ne pourrait être pris en charge par son assurance responsabilité en cas de civil, en cas de sinistre, excusez-moi. Effectivement, une assurance, donc quand vous prenez une assurance, il y a une liste de choses qui est couvert, une liste de choses qui n'est pas couvert. L'assurance ne prend que ce qui est couvert, mais elle permet quand même de bien épauler le syndic en cas de difficulté. De plus, le coût de cette assurance est supporté par la copropriété et non par le syndic lui-même. L'assurance responsabilité civile du syndic étant bien souvent proposée avec l'assurance multirisque de la copropriété, qui, elle, par contre, est obligatoire.
Très bien. Très, très clair, Anne. Vous avez évoqué quand même quelques missions du syndic, mais pouvez-vous dire Nous dire quelles seraient ces missions. Donc, les missions d'un syndic sont nombreuses et variées. Elles sont d'ordre administratif, financier, comptable, ainsi que technique. À ce titre, le syndic assure l'exécution du règlement de copropriété et des délibérations d'assemblée générale. Il convoque l'AG au moins une fois par an et on élabore l'ordre du jour. Il assure l'information des occupants de la copropriété sur les décisions qui ont été prises en assemblée générale. Il administre l'immeuble. Il a à sa charge sa conservation et son entretien. Il conclut aussi les contrats au nom du syndicat des copropriétaires, comme la police d'assurance, les contrats de fluide. Il représente le syndicat des copropriétaires en justice. Quelles pourraient être ses autres missions, me direz-vous? Donc, il recouvre les charges, il tient la comptabilité du syndicat, il établit le budget prévisionnel, il ouvre un compte bancaire au nom de la copropriété, recouvre les charges et paie les fournisseurs. Il a aussi d'autres missions. Il conserve l'ensemble des documents relatifs à la copropriété, les met à jour la liste des copropriétaires, fait des démarches auprès de l'inscription du registre national des copropriétés et il suit la réalisation des travaux et il en assure la réception. Après, le syndic élabore aussi des prestations pour les copropriétaires. Donc, il réalise des prestations en destination des copropriétaires comme la mise à disposition de documents qu'on a déjà évoqués, l'état daté, la reproduction du carnet d'entretien. Il peut aussi envoyer des documents, donc c'est l'acteur incontournable d'une vente, puisqu'il va envoyer les documents nécessaires à la vente, comme le règlement de copropriété. Donc ces missions sont nombreuses et variées, mais il ne faut pas oublier deux choses. D'une part, elles s'apparentent à ce que ferait un propriétaire pour son logement. En effet, ce dernier doit s'assurer. Il doit suivre et réceptionner les travaux qu'il entreprend. Il doit tenir une comptabilité afin de pouvoir gérer au mieux et faire face à des difficultés financières qui pourraient survenir en cas de dépenses imprévues. De plus, un syndic professionnel, donc autre chose, il ne faut pas oublier que toutes les tâches que je vous ai listées ne vont pas nécessairement lui incomber. En effet, on est face à des petites copropriétés. Les ventes de lots en petite copropriété ne se font pas tous les ans. Donc, il se peut que le syndic n'ait pas à faire une vente d'un lot. Après, il y a des missions qui sont chronophages. C'est compliqué de faire une convocation d'assemblée générale, de faire un PV d'AG. Mais c'est des missions récurrentes. Tous les ans, il faut faire la convocation, tous les ans, il faut faire le PV. Alors, il est possible soit de créer des documents types, ou alors de reprendre les documents de l'an dernier et puis de les adapter, parce que les questions seront toujours les mêmes. Même chose pour la comptabilité. Donc, le syndic professionnel doit pouvoir gérer la copropriété comme son propre logement, se rendre disponible et être à l'écoute pour mener à bien sa mission. Donc, en tout cas, Anne, merci. Merci en tout cas. Je vous remercie pour toutes ces explications extrêmement claires. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à Estelle, qui va justement nous parler des petites copropriétés. Bonjour, je me présente. Donc, je suis Estelle Chinissi, directrice de la DIC du Lot et conseillère également. Effectivement, dans le Lot, nous rencontrons des petites copropriétés. Elles sont assez nombreuses, elles ne sont pas toujours organisées, elles ne connaissent pas toujours les règles de fonctionnement qui s'appliquent à elles. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une petite copropriété, effectivement? En fait, il s'agit de copropriétés, mais qui comportent au maximum 5 lots de logements, de bureaux, de commerce, ou qui disposent d'un budget prévisionnel moyen inférieur à 15 000 € sur les 3 dernières années. Très bien, c'est assez clair, Estelle, mais comment fonctionnent-elles justement ces petites copropriétés? Alors en fait, elles ont les mêmes acteurs que les autres copropriétés. Alors je rappelle, ces acteurs principaux sont le syndicat de copropriété, le conseil syndical, le syndic, et elles votent leurs décisions en assemblée générale. Mais elles ont des différences, effectivement. Je m'explique, elles peuvent choisir de ne pas mettre en place un conseil syndical parce qu'elles sont déjà petites.
elles élisent un syndic professionnel ou non professionnel, même si elles seront tentées par le syndic non professionnel. Elles peuvent prendre la forme d'un syndicat coopératif, c'est assez rare, si ça l'était déjà pour les copropriétés classiques. Et l'Assemblée générale peut désigner un ou plusieurs copropriétaires ou des experts pour assurer le contrôle des comptes du syndicat. Et est-ce que les petites copropriétés, justement, Estelle, doivent ou tiennent une comptabilité? Et oui, c'est une question récurrente qui peut angoisser notamment nos syndics non professionnels parce qu'on les retrouve majoritairement dans ces petites copropriétés. Oui, alors elles doivent tenir une comptabilité. Donc, il faut avoir une sensibilité quand même pour ces questions. Mais elles sont dispensées de l'obligation d'une comptabilité en double partie. C'est une comptabilité simplifiée et elles peuvent enregistrer leurs engagements en fin d'exercice. Mais il faut s'astreindre à cet exercice quand même. Et justement, concernant les petites copropriétés, est-ce qu'elles doivent avoir un compte séparé? Oui, ce compte séparé, c'est une question aussi récurrente. Le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte séparé bancaire ou postal au nom du syndicat. C'est la loi Allure, à partir du 24 mars 2015, qui a introduit de nouvelles règles d'ouverture du compte séparé, effectivement. Alors, il y a des exceptions, seules les copropriétés de moins de 15 lots administrées par un syndic professionnel peuvent décider de ne pas ouvrir de compte séparé. Donc, les autres copropriétés, c'est-à-dire plus de 15 lots gérés par un syndic professionnel ou celles gérées par un syndic bénévole, ne peuvent plus déroger à cette obligation maintenant. Et comment sont prises les décisions dans ces petites copropriétés? Vous me direz, effectivement, effectivement, oui. Donc, pour les petites... Justement, j'allais vous poser la question. C'est très bien, vous rebondissez, c'est incroyable. Effectivement, pour les petites copropriétés, là aussi, les règles de décision vont être simplifiées. Effectivement, ils sont peu nombreux, ces copropriétaires. Il est possible alors de prendre des décisions via une assemblée générale, et je le rappelle, elle est toujours obligatoire, l'assemblée générale, une fois par an, pour voter le budget prévisionnel et approuver les comptes. Mais on peut avoir une alternative. Les copropriétaires peuvent mettre en place des consultations écrites ou orales et les valider à l'unanimité pour prendre des décisions. Donc, effectivement, elles auront un cadre plus souple. Ces consultations ont pour objectif de prendre des décisions dans un format simple. Oui, et donc, je comprends bien, mais qui prend finalement la consultation qui prend l'initiative de la consultation, en fait? Alors, ces consultations, en fait, elles peuvent être mises en place par un copropriétaire ou le syndic. Le syndic, si on le sollicite, doit le faire dans les 21 jours suivant la demande. Alors, il faut que tous les copropriétaires doivent être d'accord pour le faire. Ces décisions sont inscrites dans un procès-verbal établi et signé par le syndic, indiquant le vote de chaque copropriétaire et la signature de ce présent. Dans la pratique, on voit que les copropriétaires font les consultations orales, mais ont tendance à oublier un peu la partie écrite et de réaliser le procès-verbal. Donc, il faut qu'ils s'astreignent à le faire. Et je le rappelle, ces consultations ne remplacent pas l'Assemblée générale qui, elle, est annuelle. Et par exemple, dans les copropriétés à deux, c'est un cas particulier? Comment ça fonctionne exactement? Effectivement, nos copropriétés peuvent être encore plus réduites. Ça peut être deux copropriétaires. On le voit fréquemment dans les immeubles divisés, des fois dans les familles. Et puis aussi, des fois, c'était des familles et puis il y en a un qui vend. Donc, on voit des copropriétés toutes petites, elles sont seulement deux. Et oui, bien sûr, il y a des règles spécifiques dans ce cas-là qui vont s'appliquer. Chaque copropriétaire peut prendre seul les mesures nécessaires, en fait, à la conservation de l'immeuble, même si elles ne sont pas urgentes. Et que les parties, effectivement, ne se sont pas entendues avant, sinon ça roule. Par exemple, si un ravalement de façade est nécessaire, un copropriétaire pourra procéder seul à ces travaux.
Souvent, le copropriétaire du dernier étage va prendre une initiative visant les travaux de toiture ou des combles. Je vois ces situations fréquemment en pratique au cours de nos consultations. Mais attention, ces mesures doivent être inscrites là aussi dans un registre. Ils ont tendance à l'oublier. Et porter à la connaissance de l'autre copropriétaire, c'est le minimum, y compris leur nature et leur coût. Parce que c'est pour partager la dépense et il faut qu'il y ait un fondement à cette dépense. Parce que si ce n'est pas le cas, l'autre copropriétaire pourra la contester, voire saisir le juge dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Mmh. D'accord, c'est assez clair, mais je me posais la question, est-ce que la désignation du syndic est obligatoire justement dans ces copropriétés à deux? Eh bien oui, elle reste obligatoire. La désignation du syndic professionnel ou non professionnel, mais qu'on appelle souvent et toujours bénévole, reste obligatoire dans la pratique. Il a pour mission d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, de la même manière que dans les autres, les décisions prises en assemblée générale, il va administrer l'immeuble, il tient la comptabilité du syndicat et il représente le syndicat de copropriétaires. Rappelons précisons que cette information fait l'objet aussi d'une mise à jour annuelle dans le registre des copropriétés, parce qu'effectivement, cette obligation s'applique aussi dans ce cas. Et souvent, les copropriétaires viennent nous voir et disent « Ah, j'ai reçu un mail du registre des copropriétés, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc, ils ont du mal à le faire fonctionner. Là, on va les aider. Et donc, il faut mettre, à la fois, il faut qu'elle soit enregistrée, il faut que le mandat du syndic, même non professionnel, soit mis à jour dans ce registre. Et ces données collectées par le registre des copropriétés contribuent aux politiques publiques à destination des copropriétés pour mieux les accompagner si elles ont des difficultés. D'accord. D'accord. Et comment justement les décisions sont-elles prises dans ces copropriétés à deux alors? Alors, ces décisions sont prises de la manière suivante. Elles peuvent être adoptées en assemblée générale ou aussi dans le cadre de réunions informelles sans convocation préalable. Et c'est vrai que naturellement, ils le font. Chacun des copropriétaires peut convoquer l'autre à une assemblée générale ou solliciter une réunion informelle, se parler. En cas de désaccord du vote, le choix du copropriétaire détenant la majorité des tantièmes l'emporte. Effectivement, elle fonctionne de la même manière que les autres copropriétés. Les tantièmes représentent une fraction de propriété qui revient à chaque propriétaire au moment de la répartition d'un bien immobilier. En copropriété, on les appelle aussi quote-part de partie commune. Ça, on l'entend aussi dans le langage. Pour les décisions nécessitant la majorité simple, elles peuvent être prises par le copropriétaire qui a donc le plus de tantièmes. Ça va concerner le remplacement de naissance, la décision d'engager un diagnostic technique global. Pour les décisions nécessitant la majorité absolue, elles peuvent être prises par le seul copropriétaire détenant au moins 2/3 des tantièmes. Par exemple, l'installation d'un interphone, un digicode. Très bien, merci Estelle. Mais au niveau justement des finances, comment se répartissent justement les dépenses dans ces copropriétés à deux? Alors, les copropriétaires vont participer à hauteur de leur tantième. Les deux copropriétaires doivent participer aux dépenses relatives à cette décision proportionnellement donc à leur tantième de copropriété. Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, quand il a pris l'initiative correspondante à des dépenses nécessaires, il peut obliger l'autre à rembourser sa part. Effectivement, il ne va pas la supporter tout seul. En cas de blocage dans la prise de décision, s'ils ne sont pas d'accord, un copropriétaire peut demander au juge l'autorisation d'agir seul s'il justifie que ce blocage est contraire à l'intérêt de la copropriété, même s'il n'y a pas urgence. Un syndic doit toujours être informé des décisions prises par les deux copropriétaires ou par un seul d'entre eux. Il faut l'informer. Très bien. Ça a l'air plus ou moins organisé, mais imaginons dans une situation d'impayé, justement, comment ces petites copropriétés vont faire face, en fait? Alors, leur spécificité, c'est si le copropriétaire exerçant les fonctions de syndic non professionnel est en situation d'impayé. C'est un cas particulier, mais l'autre copropriétaire peut exercer une action en paiement des provisions sur charge dues au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux. Ici, l'objectif est d'éviter de bloquer les prises de décision.
on va tout faire pour lever les blocages. Oui, c'est effectivement le plus important. C'est justement d'éviter les blocages de prise de décision quand on est à deux. Bien, merci Estelle pour cette présentation des petites copropriétés. Avec plaisir. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais reprendre la parole. Plus précisément, je vais maintenant aborder le dernier sujet de cette matinale et vous parler en fait des travaux en copropriété. Donc, je vais déjà peut-être commencer par me présenter un peu plus précisément. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis donc juriste à la DIL de Seine-Saint-Denis, je suis Sonia Lagbar. Je vais vous parler des travaux en copropriété. Alors, les travaux en copropriété, c'est effectivement un terme très générique, et ce sont des travaux qui sont donc effectués sur les parties communes de la copropriété. Par exemple, vous avez le ravalement de façade, vous avez l'isolation de la toiture, du toit, etc. Vous avez un deuxième type de travaux qui sont les travaux sur les équipements communs ou collectifs, tels que le remplacement de l'ascenseur, de l'installation de la climatisation, par exemple. Et enfin, vous avez une troisième catégorie qui est effectivement moins connue, mais pour lesquels on les range dans les travaux en copropriété. Ce sont les travaux dits d'intérêt collectif. Donc, ce sont les travaux qui sont réalisés sur des parties privatives, mais qui concernent effectivement un ensemble de copropriétaires ou l'ensemble des copropriétaires. Je vais peut-être vous donner deux petits exemples. Par exemple, lorsqu'on pose des thermostats donc sur des radiateurs privatifs, on pose l'ensemble des thermostats, ou alors lorsqu'on va changer des fenêtres qui sont en réalité privatives, mais qu'on va effectivement changer pour l'ensemble des copropriétaires. Bien là, on va parler de travaux également en copropriété. Voilà ce que je voudrais vous dire sur la définition qu'on peut appeler les travaux en copropriété. Très bien, Sonia. Merci. Et est-ce que les travaux en copropriété doivent être autorisés en assemblée générale? Non, pas tous. Tous les menus travaux d'entretien de la copropriété sont conduits directement par le syndic de copropriété. Par exemple, lorsqu'il va remplacer une vitre, une ampoule ou un interrupteur, il n'a pas besoin d'autorisation d'assemblée générale. Il va également entreprendre tous les travaux urgents et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, comme par exemple le remplacement d'une chaudière, lorsqu'il y a une rupture de canalisation. Là, il ne va pas attendre de convoquer une assemblée générale, il va prendre la décision seul. Ok, très bien. Mais les travaux en copropriété nécessitent une certaine procédure. Quelles seraient les étapes de réalisation de ces travaux? Effectivement, il y a un certain nombre d'étapes de réalisation des travaux en copropriété. Il y en a 4, en fait, d'étapes. On a d'abord l'inscription des travaux en assemblée générale, c'est la première étape. Lorsque, bien évidemment, c'est nécessaire, il y a le vote des travaux. Ensuite, il y a la contractualisation avec les entreprises pour faire les travaux. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le suivi et la réception de chantier. Ok, très bien. Et concernant cette première étape qui est l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement? Oui, alors on va dire que les travaux sont autorisés en Assemblée générale, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une inscription à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ou d'une Assemblée générale ordinaire, spéciale aussi, spéciale pour ces travaux, qui prévoit non seulement le principe, qui va prévoir les modalités, ainsi que le financement des travaux. Donc, cette inscription à l'ordre du jour, elle peut être à l'initiative du syndic lui-même, mais également sur proposition d'un ou plusieurs copropriétaires, ainsi que du conseil syndical. Il va peut-être falloir aussi en amont une mise en concurrence ou l'avis du conseil syndical pour justement prévoir ces travaux en assemblée générale. Ça, c'est dans le cadre d'une assemblée générale antérieure, donc ça aurait pu être une assemblée générale de l'année qui a eu lieu avant, où on va prévoir, l'assemblée générale va prévoir par exemple qu'il faut l'avis et ou la mise en concurrence du conseil syndical pour un marché par exemple au-delà de 1 500 €. Et donc, on va bien évidemment solliciter le conseil syndical dans ce cadre. Il faut savoir que le syndic devra joindre à la convocation de l'Assemblée générale un certain nombre de documents, bien évidemment, pour éclairer les copropriétaires dans leur prise de décision. Donc, par exemple, il va joindre un devis, un ou plusieurs devis, il va joindre un tableau comparatif,
Et la loi a même encouragé ce type d'initiative, puisque, et je cite là la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui a introduit justement cette obligation pour certaines copropriétés d'élaborer et d'adopter un projet de plan pluriannuel de travaux à la suite de diagnostics. Donc, on a par exemple 3 types de diagnostics. On a le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On a le fameux audit énergétique, qui est vraiment le document le plus complet. Et on a le DTG. Donc, le DTG, c'est le diagnostic technique global. Donc, bien évidemment, cette loi, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'à la suite de ces documents, on va encourager de faire un projet, justement, de travaux et de pouvoir les inscrire à l'ordre du jour. D'accord. Et comment la copropriété finance-t-elle ses travaux? Alors, comment elle finance ses travaux? Déjà, le syndic, je l'ai dit, c'est lui qui a l'initiative de tout, va vérifier au préalable s'il y a un fonds travaux. Donc, c'est ce qui est normalement le fonds qui est spécifique pour les travaux. Il va vérifier si c'est un fonds de travaux, mais il peut aussi vérifier dans les autres comptes, un autre compte d'épargne, s'il y a effectivement une somme d'argent importante pour pouvoir financer au moins partiellement les travaux. Alors, je rappelle quand même concernant le fonds de travaux qu'il s'agit d'une obligation pour toutes les copropriétés qui ont plus de 10 ans. C'est important de le savoir. Alors, si effectivement l'épargne est insuffisante, le syndic n'aura pas d'autre choix que de faire des appels de fonds de travaux. Donc, il peut le faire en même temps que les appels de fonds, j'ai envie de dire courants, classiques de charges, mais il peut prévoir aussi un calendrier différent. Et cela, ce sera à l'Assemblée générale de le décider. Alors, ce calendrier, par exemple, peut être très court. Ça peut être, par exemple, tous les mois. On peut prévoir des appels de fonds travaux tous les mois. Je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'il y a des travaux très urgents, là, le syndic n'a pas le temps. Donc, il va faire des appels de fonds de travaux très réguliers pour pouvoir rassembler la somme. Alors, des fois, la somme est tellement importante que le syndic n'a pas d'autre choix que de mettre en place ce qu'on appelle un emprunt collectif. Donc, c'est un emprunt qui sera souscrit par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires. Et les copropriétaires qui bénéficieront justement de cet emprunt, puisque tous les copropriétaires ne sont pas obligés d'y souscrire, mais ceux qui y souscriront seront tenus de rembourser au syndicat, en fait, le montant pour lequel ils entendent participer, ainsi que les intérêts, les frais et les honoraires qu'il y a à faire. Alors, très spécifiquement sur les travaux de rénovation énergétique, il a été prévu un dispositif, un prêt particulier qui s'appelle l'éco-prêt. Comme son nom l'indique, éco, concernant les travaux d'économie d'énergie. L'intérêt, c'est que c'est un prêt à 0% et qui est sans frais de dossier. Donc, le syndicat de copropriétaires peut tout à fait y souscrire pour des travaux justement sur les parties communes. À savoir que cet éco-prêt est aussi effectivement possible pour des copropriétaires individuels qui peuvent le souscrire de façon complètement individuelle. Ok, très bien Sonia. Et beaucoup de copropriétaires se posent justement la question des aides et des financements. Quelles pourraient être les subventions pour financer ces travaux? Effectivement, il existe différentes aides concernant le financement de ces travaux. Alors déjà, il y a les aides des collectivités locales qui sont importantes. Et puis, il y a les aides de l'ANA que le syndic peut solliciter au nom de la copropriété, à condition bien évidemment que la copropriété soit immatriculée. Je rappelle que l'immatriculation est obligatoire auprès du registre national de la copropriété et c'est aujourd'hui la condition sine qua non pour que la copropriété puisse bénéficier de ces aides publiques. Alors, au niveau des aides, on a quand même une aide assez importante depuis le 1er janvier 2021. Je parle de MaPrimeRénov' copropriété, qui permet aujourd'hui d'aider toutes les copropriétés qui ont plus de 15 ans, donc c'est quand même les copropriétés qui ont une certaine ancienneté, et qui comportent au moins 75% d'habitation principale. Donc, je rappelle quand même que MaPrimeRénov', ça concerne les travaux de rénovation énergétique, pas l'ensemble des travaux. Alors, il y a quand même 2 conditions quand même importantes, c'est que ces travaux doivent être réalisés par un professionnel, ça peut être un ou plusieurs professionnels, qui sont qualifiés RGE et avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ok, très bien. Et vous nous parlez de professionnels qualifiés RGE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que signifie ce sigle? Oui, bien sûr. Alors, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement.
C'est-à-dire que ces professionnels disposent de compétences spécifiques et d'une qualification reconnue en matière d'efficacité énergétique. Et on retrouve la liste des professionnels RGE sur le site rénovation-info-service.gouv.fr. Ok. Et est-ce que les copropriétaires peuvent bénéficier de certificats d'économie d'énergie pour financer les travaux en copro? Oui, 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 effectivement. Les certificats d'économie d'énergie peuvent également être utilisés en copropriété pour financer totalement ou partiellement les travaux auprès, je rappelle, de fournisseurs d'énergie ou d'enseignes concernées, par exemple Auchan, Leclerc, etc. Ok, très bien. Donc, vous nous avez parlé des finances, de l'éco-prêt, des aides de l'ANA, des aides financières, des certificats. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le fait de savoir si les copropriétaires peuvent bénéficier d'une TVA réduite? Effectivement, les copropriétés peuvent bénéficier d'une TVA réduite. Je rappelle qu'il y a deux types de TVA. Il y a la TVA qu'on dit à 10% réduite et la TVA à 5,5. Alors, pour la TVA réduite à 10%, ça concerne tous les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, ainsi que la fourniture de certains équipements. Concernant la TVA à taux réduit à 5,5%, elle s'applique, elle, uniquement aux travaux de rénovation énergétique aujourd'hui, qu'il s'agisse de dépenses en faveur d'économie d'énergie, d'isolation thermique ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Voilà sur la TVA. Ok. Ok, très bien, merci. Maintenant, est-ce que vous pourriez effectivement évoquer les fameuses règles de majorité? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Et donc, quelles seraient les majorités de vote à appliquer en assemblée générale pour des travaux en copropriété? Oui, oui, effectivement, Anne. Il y a une petite complication sur ces majorités. On ne sait pas toujours quelle est la majorité à appliquer. Au départ. Ça peut être aussi la majorité qualifiée d'article 25. Je rappelle, la majorité de l'article 25, c'est la majorité des voix des copropriétaires, donc des voix d'économie d'énergie qui sont votées à l'article 25. Ou alors, pour des travaux beaucoup plus importants, soit on va utiliser la double majorité de l'article 26, soit on va aller carrément sur l'unanimité des copropriétaires pour voter ce type de travaux. Ok, très bien. Merci pour ce tour des majorités en copropriété. Vous avez évoqué qu'il y avait plusieurs étapes pour faire des travaux en copropriété. On a parlé de l'inscription à l'ordre du jour. Maintenant, comment se déroule la contractualisation avec le ou les entreprises concernant les travaux? Oui, oui. Oui. Alors la connexion, effectivement, de nouveau, n'est pas très bonne. Donc, je reprends effectivement votre question, Anne, qui est très importante. C'est comment se déroule donc la contractualisation d'entreprises, n'est-ce pas, qui sont concernées par les travaux. Donc, le syndic devra signer un ou plusieurs contrats avec des entreprises afin d'entreprendre par exemple pour le ravalement de façade ou le changement total d'un système de chauffage, la copropriété ne pourra pas faire l'économie, en fait, de ces professionnels. Donc,
Je crois qu'on a perdu Sonia. Donc, écoutez, je vais Oui. reprendre. Ça va? Ça va? On a du mal? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Oui, oui. Alors, on va reprendre où on était. Oui. Donc, c'était concernant la contractualisation avec le ou les entreprises concernées par les travaux. Oui, le rôle du syndic dans la conduite du chantier, en fait. C'est ça? Non, c'était la question d'avant puisqu'on n'a rien entendu. Oula. Il y a eu des petits problèmes de son. Donc, concernant la Très bien. contractualisation Donc, je avec le ou reprends les pour la entreprises. Tout à fait. Très bien. Je reprends donc la contractualisation avec les entreprises concernées par les travaux. Là, vous m'entendez bien? Oui, là, c'est bon. Très bien. Eh bien, on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Donc, le syndic devra signer un ou plusieurs contrats avec des entreprises afin d'entreprendre donc les travaux. Et il devra notamment faire appel à un architecte spécialiste de la rénovation ou un bureau d'études pour des travaux importants, comme pour le ravalement d'une façade ou le changement total d'un système de chauffage. Donc voilà, il faudra donc mixer entre des entreprises qui feront les travaux et effectivement des professionnels plus touchés, plus expérimentés, si je puis dire, comme un architecte spécialiste de la rénovation, quand par exemple on va rénover une partie du bâtiment. Ok, très bien. Et donc, le syndic habituellement s'occupe de la conduite des travaux. Mais comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, le rôle du syndic dans la conduite du chantier va vraiment être, j'ai envie de dire, primordial. C'est-à-dire qu'il appartiendra au syndic de suivre la bonne exécution des travaux. Donc, d'abord, il informera les copropriétaires et les autres occupants d'immeubles du démarrage et de la durée des travaux, puisqu'effectivement, il fera des affichages, des courriers. Il assurera notamment la conformité des travaux aux règles de l'art et du contrat. Et en qualité de mandataire de la copropriété, c'est lui qui devra réceptionner les travaux et s'assurer justement qu'ils sont conformes au contrat et aux règles de l'art. Ok, très bien. Et la réception des travaux, puisque le syndic est aussi en charge de la réception des travaux, comment ça se passe? Et après la réception, puisqu'il n'y a pas non plus que l'acte de réception, il y a aussi le syndic a des missions après. Eh bien, le syndic, je disais que c'était lui qui avait le rôle le plus important. Et c'est lui qui sera présent le jour de la réception des travaux. Donc, il va constater éventuellement s'il y a des malfaçons ou des inconformités au contrat. Et à partir de là, une fois qu'il les a constatées, donc évidemment, il aura copie du PV de réception, il devra mettre en demeure les entreprises concernées, mettre en œuvre les garanties légales contre les entreprises qui auront effectivement commis ces désordres et éventuellement rechercher les responsabilités. Donc, il va diligenter toute action, des actions amiables, lettres recommandées, médiation, etc., mais également des procédures contentieuses. Ok, très bien. Bien, merci à tous. Nous arrivons à la fin de nos présentations. Nous pouvons en tout cas maintenant passer aux questions des internautes. Alors, on va regarder ça. Alors, dans les questions effectivement des internautes, donc j'en ai une première question peut-être? Oui, Alors, allez. Question, vous m'entendez bien? Oui. Alors, la première question qui est la suivante. En tant que syndic bénévole, puis-je m'entourer d'un comptable pour remplir ma mission? Je vais répondre à cette question. La présence d'un comptable n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune exigence, même de compétences particulières, pour remplir les fonctions, les missions financières et comptables qui incombent au syndic. De plus,
il n'y a pas beaucoup de lignes de recettes. Comme on l'a déjà évoqué, le syndic non professionnel va bien souvent officier dans une petite copropriété. En règle générale, ça sera l'assurance qu'il devra payer. De temps en temps, il y aura la fourniture d'eau. Et aussi éventuellement le ménage. Donc, on est maximum sur trois types de recettes. Donc, il n'y a pas vraiment besoin, c'est des choses qui sont récurrentes, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un comptable. Cependant, s'il s'avère que c'est vraiment nécessaire, prenez un comptable. Le comptable, par contre, il pourra uniquement vous aider et vous soutenir dans l'accomplissement de votre charge. Et ça ne sera pas à lui d'en assumer la responsabilité si jamais il y a des erreurs sur la comptabilité ou il y a des manquements. Là, je vois une deuxième question. Oui. Peut-être pour Anne toujours. Doit-on mettre en concurrence tous les ans le syndic? Donc, c'est le conseil syndical qui a l'obligation de mettre en concurrence plusieurs contrats de syndic à chaque fin de mandat du syndic. Il n'y a pas d'obligation de cette mise en concurrence, bien évidemment, s'il n'y a pas de conseil syndical. De plus, le conseil syndical peut être dispensé de cette mise en concurrence s'il décide de voter, mais là, à l'Assemblée générale précédente, on vote une délibération qui vient dire que le conseil syndical n'a pas d'obligation de mettre en concurrence. Donc, il y a deux cas où, effectivement, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence. Il se peut qu'on soit, effectivement, dans un cas où il n'y a pas de conseil syndical. Il se peut, effectivement, dans ces cas-là, c'est un copropriétaire qui va faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la mise en place de plusieurs contrats de syndic. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conseil syndical que le copropriétaire, même avec un conseil syndical, ne peut pas faire inscrire cette question. Et c'est pas parce que le conseil syndical est dispensé. Donc, d'une part, vous avez le conseil syndical qui a l'obligation de mettre en concurrence, mais il y a des cas où, effectivement, quand il n'y a pas de conseil syndical ou quand on a prévu à l'AG précédente, il n'y a pas cette mise en concurrence. De l'autre côté, vous avez un copropriétaire qui peut tout le temps, tous les ans, à chaque renouvellement de syndic, mettre en concurrence les contrats de syndic. Et là, il y a rien pour l'empêcher de cette mise en concurrence. Voilà. D'accord, très bien, merci Anne. Alors, je vois une troisième question. Le syndic a ouvert au nom de la copropriété sans consulter personne et il souhaite justement changer de banque. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, donc le syndic, pour rappel, est tenu d'ouvrir un compte dans la banque de son choix. Donc le choix de la banque va donc relever du syndic. Cependant, si cet établissement bancaire ne conviendrait pas au syndicat des copropriétaires ou même à un copropriétaire, il est possible de changer de banque. Pour ce faire, il faut que le copropriétaire inscrive la question à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Cette question sera débattue et si elle est adoptée à la majorité des copropriétaires, mais il sera possible, voilà, le syndic devra suivre le choix des copropriétaires et faire le changement de banque. Très bien. Alors, autre question, vous m'entendez bien? Oui. Alors, autre question que je vois, est-ce que les petites copropriétés doivent constituer un fonds de travaux? Alors, les petites copropriétés, en principe, sont sous les mêmes obligations que les autres copropriétaires. Elles doivent mettre en place un fonds de travaux. Il y a des spécificités où elles pourraient voter de ne pas en nourrir un. Et il y a surtout une évolution à partir de 2023, en fait. Parce qu'en fait, on est à un moment charnière. En effet, la loi portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, du 22 août 2021, modifie les conditions de sa mise en œuvre que nous connaissions jusqu'à maintenant et de sa cotisation. À ce jour, le fonds de travaux est obligatoire à l'issue d'une période de 5 ans suivant la réception des travaux de construction de l'immeuble. La mise en œuvre du fonds de travaux sera obligatoire en 2023 à l'issue d'une période de 10 ans maintenant, à compter de cette date. Et elle concernera toutes les copropriétés, indépendamment du nombre de lots qui la composent, petit ou non.
Donc, l'utilisation du fonds de travaux sera d'ailleurs, j'en ai profité, le législateur pour la recentrer, pour faire face à des dépenses qui ont été listées. Et il s'agit essentiellement des travaux prévus par le plan pluriannuel de travaux, si urgence, ceux visant la sauvegarde, la santé ou la sécurité des occupants. Donc, en fait, les règles que nous connaissions jusqu'à 2022 vont s'arrêter, puisqu'en 2023, toutes les copropriétés seront bien visées par ce fonds de travaux. D'accord. Donc, je conçois qu'effectivement, les règles vont évoluer en 2023. C'est bien de le préciser. Alors, j'ai une autre question qui concerne toujours les petites copropriétés, Estelle. Est-ce que les petites copropriétés doivent mettre en place un compte séparé? Alors, je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais je crois que la question revient. Alors, effectivement, est-ce que nos petites copropriétés doivent mettre un compte séparé? Eh bien, oui, comme pour les autres comme pour les autres copropriétés, le compte séparé est obligatoire, en effet. D'accord. Alors, tu voulais préciser ou pas certaines choses, Estelle, sur justement cette institution de compte séparé? Alors, excusez-moi, oui, effectivement, oui, le syndic a l'obligation, comme on l'a dit, d'ouvrir ce compte séparé. Et depuis la loi Allure, effectivement, du 24 mars 2015, il y a de nouvelles règles concernant cette ouverture. Seules les copropriétés de moins de 15 lots administrées par un syndic professionnel peuvent décider de ne pas ouvrir ce compte séparé. Et en fait, toutes les autres copropriétés, donc de plus de 15 lots gérées par un syndic professionnel et celles gérées par un syndic bénévole ne peuvent plus déroger à cette obligation. Et on sait dans la pratique que nos petites copropriétés sont souvent gérées par un syndic bénévole. Du coup, elles se retrouvent elles aussi soumises à cette obligation d'ouvrir le compte séparé. D'accord. Il y a aussi une autre question qui est toujours sur les petites copropriétés, Estelle. Hein, visiblement, on a pas mal de questions là-dessus. Il y a une question qui porte sur la comptabilité des petites copropriétés. Je sais que tu en as parlé, mais visiblement, ça intéresse. Est-ce que les petites copropriétés doivent-elles saisir une comptabilité pour leur compte financier? Et oui, c'est vrai que c'est une question qui peut être un peu angoissante à la comptabilité. Nous avons vu tout à l'heure que les petites copropriétés comportant en plus 5 lots ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices comptables inférieur à 15 000 € ne sont pas tenues à une comptabilité en double partie. C'est bien de petites copropriétés dont on parle, mais c'est une comptabilité certes simplifiée et nous avons des engagements. Les engagements peuvent être enregistrés en fin d'année, mais il faut quand même suivre une nomenclature. Il y a des comptes à respecter pour toutes, et cette nomenclature et la présentation, il y a un formalisme à respecter. Les comptes seront partis, alors je veux dire simplement et rapidement, de la manière suivante. Il y a la classe 1, classe 4, 5, 6 et 7. Donc la première va concerner les provisions, les avances, les subventions et les emprunts. La classe 4, les copropriétés et les tiers. La classe 5, les comptes financiers de la copropriété. Le 6, les charges, de façon tout à fait classique. Et 7, effectivement, les produits. Donc, on voit qu'elles suivent une comptabilité simplifiée, certes pas en double partie, et elles doivent également remettre au moment de l'Assemblée générale des éléments. Et il y en a 5, des tableaux permettant aux copropriétaires que ce soit présenté tous les ans de la même manière. Ils vont pouvoir comparer et ils vont pouvoir approuver. Donc, il y a bien des outils communs à toutes les copropriétés. D'accord. Autre précision, il y a une autre question, toujours sur les petites copropriétés. On se pose la question s'il faut organiser une assemblée générale une fois par an. Eh bien oui, je le rappelle, l'assemblée générale est obligatoire au moins une fois par an pour voter le budget prévisionnel et approuver les comptes. On ne peut pas y échapper, même si les copropriétés pourront prendre certaines décisions au cours de l'année par des consultations orales ou écrites. Alors, toujours question, des petites copropriétés, est-ce qu'elle doit se faire enregistrer également auprès du registre national de copropriété?
Et oui, les petites copropriétés doivent aussi s'inscrire au registre de copropriété sur la plateforme de l'ANA. Il y a un site dédié. Ce registre vise à recenser toutes les copropriétés à usage donc d'habitat, y compris les petites. Il permet de procéder en ligne à l'immatriculation et à la mise à jour des données d'une copropriété par son représentant légal ou par un notaire, et d'accéder à un annuaire et à des données statistiques. Les données collectées contribuent aux politiques publiques à destination des copropriétés. Alors, où retrouver ce registre? Il est sur www.registre-copropriété.gouv.fr. Alors, c'est une plateforme, il faut s'armer de patience, il faut créer son compte, il faut renseigner le formulaire d'immatriculation et on aura l'attribution d'un numéro d'immatriculation. Si besoin pour les syndics bénévoles, qui parfois appréhendent la partie on va dire, numérique, il y a une aide en ligne, il y a des petits tutos. Si vraiment vous êtes coincé, vous pouvez venir voir la DIL. Voilà. Et aujourd'hui, toutes les copropriétés doivent s'immatriculer. Elles ont eu un temps, selon leur taille, pour s'enregistrer. Et maintenant, depuis le 31/12/2018, même les petites copropriétés de moins de 50 lots, elles aussi s'enregistrent. Et voilà, il y aura donc des mises à jour annuelles également. Donc, à quoi va servir ce registre? Il a des objectifs. Mieux connaître le parc des copropriétés, comment il se caractérise, le nombre de localisations, taille, l'âge et son état, parce qu'elles vieillissent, nos copropriétés. Permettre au pouvoir public de mieux comprendre le processus des copropriétés qui se fragilisent et aussi nos petites copropriétés se fragilisent. Il faut prendre l'initiative de travaux. Elles ont des défis liés au climat, elles aussi. Mettre à disposition des éléments de comparaison et de charge, c'est utile, et sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un identifiant unique pour chaque copropriété. Et si vous avez besoin de faire des travaux, les aides, elles sont conditionnées à l'immatriculation. Très bien. Sonia, nous avons d'autres questions. Quel est le calendrier prévu par la loi afin de mettre en œuvre un projet pluriannuel de travaux dans une copropriété? Oui, effectivement, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Donc, on a dit qu'effectivement, afin d'inciter les copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation, on a parlé de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Effectivement, il y a un calendrier qui est prévu dans cette loi pour que les copropriétés puissent se mettre au diapason de cette loi. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place, en fait, un projet de plan pluriannuel de travaux selon le nombre de lots, en réalité. Donc, à partir bientôt, du 1er janvier 2023, ça concernera les copropriétés les plus importantes, c'est-à-dire celles qui ont plus de 200 lots. Alors, ça peut être de l'eau à tout usage, ça peut être à usage de logement, de bureau ou de commerce. Après, l'année suivante, donc le 1er janvier 2024, ce sera les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots. Et enfin, dans la deuxième année, donc à partir du 1er janvier 2025, ça va concerner les copropriétés qui ont moins de 51 lots. Donc, de 2 lots, à partir de 2 lots jusqu'à 51, ce sera une obligation pour eux de faire ce projet de pluriannuel de travaux. Ok, une autre question pour vous. Peut-on effectuer les travaux soi-même en achetant le matériel et demander à bénéficier de la TVA réduite? Ah, ça, c'est la question qui vient souvent. Effectivement, on veut bénéficier de la TVA quand on fait ses travaux soi-même. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour bénéficier en fait des taux réduits de TVA, il est impératif que les travaux et les équipements soient facturés par une entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'obligation. Donc, si on achète, par exemple, des matériaux, on essaie de baisser le coût en achetant des matériaux soi-même, il faudra quand même passer par l'entreprise pour effectivement faire les travaux. Et là, malheureusement, on n'aura pas la TVA réduite, puisqu'effectivement, il n'y aura pas les travaux et le matériel, il y aura une TVA normale de 20%. Alors,
Il faut savoir, par contre, il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on fait des travaux d'un montant qui est supérieur à 300 €, il faudra aussi remettre à l'entrepreneur une attestation spécifique confirmant le respect des conditions d'application des taux réduits pour pouvoir bénéficier des taux réduits. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la facture qui compte, il faut aussi remplir le document, enfin, du moins, le client doit remplir le document à l'entrepreneur pour que la TVA puisse être justement appliquée, la TVA réduite. Autre question sur les travaux. Quelles sont les garanties légales que le syndic peut mettre en œuvre à la suite de travaux repérés sur à la suite de dommages repérés sur les travaux? Désolée. Ouais. Oui, effectivement. J'en ai parlé assez brièvement tout à l'heure des garanties légales en disant que le syndic de copropriété pouvait effectivement mettre en œuvre ces garanties légales s'il constatait des désordres ou des malfaçons lors de la réception des travaux en copropriété. Alors, comment il fait concrètement? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le syndic va constater ces malfaçons ou ces inconformités, il va mettre en demeure les entreprises concernées et dire, voilà, il y a un certain nombre de garanties légales que l'on peut appliquer. Alors, je rappelle quand même que les garanties légales sont à l'intention des constructeurs de l'ouvrage. Et quand on utilise cette notion de constructeur de l'ouvrage, c'est une notion assez large. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'entrepreneur qui vous a, par exemple, posé un ballon d'eau chaude. C'est l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Donc, c'est d'abord l'architecte, c'est l'entrepreneur lui-même qui a fait le travail, c'est le technicien, c'est le fabricant aussi de l'équipement, c'est le prestataire qui est lié au maître d'ouvrage. Donc, cette responsabilité, elle est de droit. Ces garanties légales sont de droit. Je rappelle ces garanties, même si, bon, on ne va pas faire un petit cours de droit, mais on rappelle ces garanties. Donc, il y a d'abord la garantie de parfait achèvement. Ensuite, la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements. Et ensuite, la garantie décennale qui concerne l'ouvrage en lui-même. Alors, la garantie de parfait achèvement, elle commence au moment de la réception des travaux et dure 1 an. C'est-à-dire que pendant cette année, elle impose à l'entrepreneur de réparer pendant cette période tous les désordres qui sont réalisés, signalés au procès-verbal de réception des travaux. D'accord? Ça, c'est pour la garantie de parfait achèvement. Ensuite, il y a la deuxième garantie, qui est la garantie biennale de bon fonctionnement, qui concerne tous les équipements qui sont dissociables du bâti. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas abîmer le bâti quand on les retire. Par exemple, quand on pose un ballon d'eau chaude, il y a justement cette garantie biennale de bon fonctionnement qui pèse justement sur l'entrepreneur. Et enfin, on a la garantie décennale. Donc là, la garantie décennale, celle qui n'est pas, celle qu'on va appliquer lorsque justement le désordre ne se voit pas forcément au moment de la réception des travaux, qui n'est pas décelable, mais qui pour le coup va permettre au client de pouvoir se retourner contre l'entreprise sur une durée de 10 ans. Elle va assurer finalement tous les dommages qui affectent finalement la solidité de l'ouvrage, mais aussi des équipements. Et elle est très importante puisqu'effectivement, bon, c'est une durée assez longue et qui permet effectivement au client de pouvoir se retourner, donc le syndic de copropriété, de se retourner contre l'entrepreneur. Alors, je fais un petit parallèle, même si la question ne le dit pas, je fais un petit parallèle avec l'assurance dommage ouvrage. Il faut savoir que lorsque le syndic de copropriété met en œuvre la garantie légale décennale, en même temps, il actionne l'assurance dommage ouvrage. Je rappelle que l'assurance dommage ouvrage, c'est une assurance qui est souscrite au moment de la contractualisation avec l'entreprise et qui permet d'assurer l'ouvrage sur une période qui est aussi de 10 ans et qui est équivalente à la garantie légale. Donc, le syndic fera 2 choses. Il mettra en œuvre la garantie légale vis-à-vis de l'entrepreneur et il actionnera également l'assurance dommage ouvrage. Il faut savoir que les sous-traitants sont dégagés de toute responsabilité concernant cette garantie décennale. On va aller rechercher le constructeur d'origine, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que le sous-traitant, lui, on ne va pas rechercher sa responsabilité. Le sous-traitant, généralement, on ira rechercher sa responsabilité via le constructeur. C'est-à-dire que le constructeur, lui, se fait actionner dans le cadre de la garantie légale et ensuite, le constructeur va effectivement se retourner contre le sous-traitant. Dans tous les cas, en tout cas, il faut savoir que le syndic, à chaque fois qu'il voudra mettre en œuvre l'une des 3 garanties légales dont j'ai parlé, il devra écrire un courrier en recommandé avec accusé de réception à l'entrepreneur et demander justement expressément à faire jouer ces garanties.
Voilà ce que je voulais dire sur ces garanties légales. C'est un petit peu long, mais je pense que c'était intéressant quand même de rappeler un certain nombre de choses en matière de construction. Ok, encore d'autres questions. Donc là, on est plus sur une question de majorité de travaux. Est-ce que la rénovation d'une cage d'escalier peut être votée à la majorité simple de l'article 24? Oui, effectivement, bien viser l'article 24, puisqu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tous les travaux courants d'entretien de quelque chose qui existe déjà dans la copropriété sont aujourd'hui votés à la majorité simple de la voix des copropriétaires, présents ou représentés. Donc, c'est la majorité simple qui s'applique. Alors, c'est vrai que la loi ne définit pas cette notion de travaux d'entretien, mais voilà, on a très bien compris que lorsqu'on remet à jour un bâti, si je puis dire, on utilisera toujours l'article 24, c'est une majorité assez simple à voir, puisque l'objectif est quoi? C'est de maintenir en fait en état et en bon état et en bon fonctionnement la copropriété. Donc, on utilisera une majorité simple. D'ailleurs, sur la réfection d'une cage d'escalier, la question avait été posée en justice et une décision de la Cour de cassation je crois, du 8 juillet 1998 avait précisé ce point de la réfection d'une cage d'escalier qui était bien des travaux courants et des travaux d'entretien. Ok, très bien. Autre question effectivement de nos internautes. Donc plutôt pour Estelle, est-ce que les petites copropriétés ont besoin d'un logiciel de comptabilité ou est-ce qu'un cahier des charges de recettes suffit? En fait, alors, si vous êtes bien organisé avec un tableur Excel, ça va concerner surtout les syndics, on va dire non professionnels, dits bénévoles, et que vous savez l'enregistrer en suivant des classes dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'ils sont astreints à, vous savez, la classe 1, provision, avance, subvention et emprunt, classe 4, copropriétaire et tiers, classe 5, compte financier, 6 les charges et 7 les produits. Si vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, bon, les syndics professionnels généralement sont équipés de ce genre d'outils et les syndics bénévoles dits non professionnels peuvent trouver sur le marché des logiciels de comptabilité. Oui, il pourrait y avoir recours s'ils le souhaitent. C'est possible. Donc, soit ils sont assez avertis et ils les enregistrent correctement et la copropriété n'est pas en double partie. Ils peuvent enregistrer leurs engagements en fin d'exercice, mais on leur conseille peut-être de s'y prendre avant. Effectivement, ils pourraient se passer d'un logiciel, mais moi je trouve que c'est pas mal le logiciel, ce serait pas mal. Ça serait une bonne idée, même pour des non-professionnels. Ouais, je le conseille. Ok, très bien. Il y a d'autres questions. Donc, en passant, donc une question que je vais pouvoir répondre. En passant par le commissaire de justice, peut-il assurer les mêmes missions qu'un syndic? Est-il nécessaire de se faire référencer le fait de déléguer à un commissaire de justice? Donc, le commissaire de justice, c'est ce qu'on appelle effectivement auparavant l'huissier. Donc, le commissaire de justice ne peut pas remplir la mission d'un syndic dans la mesure où, je l'ai effectivement précisé, un syndic, soit c'est un syndic professionnel et il a une carte professionnelle, et là, le commissaire de justice n'a pas de carte professionnelle d'agent immobilier, telle qu'on le reconnaît par la loi Hoguet. Et sinon, pour être syndic, il faut être copropriétaire de être copropriétaire, c'est-à-dire habiter, avoir un lot, ça peut être une cave, hein, c'est pas nécessairement un logement, mais être copropriétaire dans la résidence où on officie. Et donc, là, il n'y a pas de possibilité pour un commissaire de justice de devenir syndic. Voilà. Autre question. Donc, quelle est la majorité nécessaire pour le changement de syndic? Donc, on l'a précisé. C'est l'article 25, c'est la majorité de tous les copropriétaires. S'il y a 50 copropriétaires, petit rappel de majorité par un exemple, s'il y a 50 copropriétaires qui ont chacun une voix, il faut qu'il y en ait 25 plus 1, donc 26 copropriétaires pour être élus. Ensuite, autre question, donc une question effectivement pour Sonia. Est-ce que les travaux de couverture de toiture
même s'ils nécessitent la dépose de la couverture, à quelle majorité sont-ils soumis? Alors, les travaux de couverture de la toiture, effectivement, même s'il faut une dépose de couverture, rentrent bien dans la majorité de l'article 24. Je sais que ça peut sembler effectivement assez voilà, ça peut heurter parce qu'on dit finalement ce travaux complexes, etc. Non, les travaux de toiture, de couverture sont bien à la majorité de l'article 25. Je rappelle pourquoi. Toujours la même logique, puisqu'on est sur une majorité d'entretien, on souhaite entretenir effectivement le bâti. Et d'ailleurs, sur les travaux de couverture de la toiture, il y a bien une décision de la Cour d'appel de Grenoble en 2008 qui a précisé ce point, puisqu'on dit bien que ce sont des travaux d'entretien. Voilà. Ok. Autre question. À quelle majorité en Assemblée générale sont votés les travaux rendus obligatoires par la loi, un règlement ou un arrêté de police administrative relatif à la sécurité et à la salubrité publique? C'est une bonne question. Oui. Et effectivement, c'est une excellente question, puisque on se dit que lorsqu'effectivement l'administration rend un arrêté, par exemple un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril, aujourd'hui on dit un arrêté de mise en sécurité, on peut être surpris par la complexité des travaux, et très rapidement la copropriété, le syndic peut dire que ces travaux seront votés à une majorité qualifiée, c'est-à-dire à l'article 25 ou à l'article 26. Bon, sauf que effectivement, la loi et le législateur souhaitent que ces travaux se fassent rapidement, puisque je rappelle comme il y a un arrêté. Donc la majorité qui sera appliquée sera bien la majorité simple de l'article 24 concernant les modalités de travaux, et on n'utilisera pas une majorité qualifiée, même si les travaux sont complexes, lorsque c'est l'administration qui commande ces travaux. Ok, très bien. Autre chose, Sonia, pourriez-vous préciser les majorités appliquées pour les travaux d'amélioration? Il y a plein de questions sur les travaux là. Oui, alors, les travaux d'amélioration, comme son nom l'indique, c'est des travaux qui sont beaucoup plus élaborés que les travaux d'entretien courant. Donc, il faut distinguer en fait deux situations. Donc, la première situation, c'est lorsque les travaux sont envisagés et conformes en fait à la destination de l'immeuble. Donc là, la majorité requise, ce sera la majorité qualifiée de l'article 25, puisque effectivement, ils ne compromettent pas le règlement de copropriété. Donc la majorité, je rappelle, la majorité des voix de tous les copropriétaires. Par contre, il arrive que ces travaux effectivement d'amélioration ne correspondent pas à la destination de l'immeuble, donc à la destination qui est prévue dans le règlement de copropriété. À ce moment-là, il faudra malheureusement passer à une majorité qui est la majorité la plus forte, c'est-à-dire la majorité de l'unanimité des copropriétaires. Ok, très bien. On a une question du chat. Est-ce que les petites copropriétés sont soumises à la TVA? Alors, bonne question qui concerne effectivement un petit peu nous trois. Estelle ou Sonia, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut répondre? Je peux répondre? Alors, oui. puisque j'ai répondu sur la TVA tout à l'heure, oui, justement. Voilà, merci. Donc il n'y a pas de souci. Alors sur la TVA, c'est très simple. On revient sur les règles que j'ai dictées au départ, c'est-à-dire que ces règles-là ne diffèrent pas en fonction de l'importance de la copropriété, que ce soit une petite ou une grande copropriété. D'accord? Donc à partir du moment où vous rentrez dans les conditions de la TVA réduite, c'est-à-dire la TVA 10% ou la TVA 5,5, peu importe le nombre de lots, effectivement, les petites copropriétés pourront effectivement en bénéficier, et bien évidemment, c'est une bonne chose pour eux. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci. Alors, il y a d'autres questions ou pas? Vous voyez d'autres questions? Et justement, est-ce que les syndicats des copropriétaires, je lis, peuvent être titulaires d'un livret A? Eh bien, je vais répondre directement. Bah, oui. Oui, les syndicats de copropriétaires, effectivement, peuvent aussi être titulaires d'un livret A. C'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, le plafond du livret est fixé à 76 000 € et 100 000 € pour les copropriétés de plus de 100 lots à usage de logements, de bureaux, de commerce. Et effectivement, les intérêts produits appartiennent aux syndicats. Donc, notre petite copropriété, eh bien, une personne morale, elle a droit à un livret A.
une bonne nouvelle. Alors, je sais, on regarde toujours les questions, s'il y a d'autres questions. Alors, je reprends la suite. Alors, peut-être une question pour Estelle ou pour Anne. J'ai signé un compromis de vente pour un logement en copropriété. Entre-temps, je sais que des travaux doivent être votés. Qui paiera les travaux? Je peux y répondre. Donc, au moment de la vente, le syndic établit un état daté. Ce document, effectivement, va informer l'acquéreur du montant de ses futures charges. Il va informer effectivement d'une part de ce que le vendeur doit au syndicat des copropriétaires et il va aussi informer de ce que le syndicat de copropriétaires ou éventuellement des sommes qu'il pourrait devoir au vendeur et aussi ce que l'acquéreur devra au vendeur et ce qu'il devra aussi au syndicat des copropriétaires. Donc ce document nous donne toutes les sommes et les répartitions effectivement aux différents éléments. Donc, à noter que cet état daté depuis le 1er juin 2020 est plafonné à un montant de 380 €. Et donc, si on en revient à la question, donc si les travaux ont déjà été votés, le budget a déjà été fait concernant ces travaux. Il figure effectivement certainement déjà dans l'état daté et on saura la répartition. De même qu'au moment du compromis, si des travaux sont déjà votés, il y a déjà une entente qui peut être faite entre le vendeur et l'acquéreur. Après, une fois que la vente a eu lieu, donc c'est-à-dire signature par l'acte authentique chez le notaire, si les travaux n'ont pas encore été votés, là, ça sera à l'acquéreur, donc le futur propriétaire, de payer les travaux qui seront votés, puisque le syndic, suite à cet état daté, ne connaîtra plus, enfin suite à ce transfert de propriété, ne connaîtra plus le vendeur. Il n'aura affaire qu'à l'acquéreur et donc réclamera les sommes de ces travaux à l'acquéreur. D'accord. Alors, il y a une autre question qui concerne cette fois-ci le règlement de copropriété. Déjà, on nous demande s'il est obligatoire, à quoi sert-il, et qui doit l'élaborer et comment le modifier. Alors, c'est une question très large sur le règlement de copropriété. Je vais répondre. Ok. Effectivement, ce règlement de copropriété, on sait qu'il est obligatoire. La copropriété, c'est une organisation d'un immeuble divisé en lots et réparti entre plusieurs personnes. Donc, chaque lot a une quote-part de partie privative sa partie privative et une quote-part de partie commune. Et ce règlement de copropriété va aider les copropriétaires. Il est obligatoire et il fixe l'organisation et le fonctionnement de la copropriété. Donc, il va préciser les droits et les obligations des copropriétaires et des occupants de l'immeuble. Il est constitué aussi, en général, d'un état descriptif de division qui détaille les lots de la copropriété. Donc, ce document, je le rappelle, oui, effectivement, il est obligatoire. Il existe dès la création ou lors de la construction de l'immeuble ou de sa division en lots. Alors, on ne le rédige pas tout seul, évidemment. Il faut voir, on va associer plusieurs professionnels, le notaire et un géomètre expert. Puis, il va être publié au service de publicité foncière ainsi que ses modifications. Si la copropriété est dépourvue de règlement, il appartient au syndicat des copropriétaires d'en voter l'établissement lors de son assemblée générale. Donc, ce document est essentiel à la vie de la copropriété. C'est vraiment important. C'est vraiment, on va dire que c'est la loi des parties. On en a besoin. Au cours de nos consultations, si on prend un rendez-vous, on est en général, s'il vous plaît, prenez votre règlement de copropriété. Voilà. Donc, on a besoin de le consulter. C'est très, très bon conseil. Si vous venez en consultation à la DIL, venez avec votre règlement de copropriété, puisqu'effectivement, la plupart des règles s'y trouvent et on a souvent l'information, on a souvent la réponse à nos questions dans le règlement de copropriété. Oui. On n'a pas besoin de solliciter la loi de 1965. Alors, j'ai une autre question qui concerne toujours, alors, pas le règlement de copropriété, mais l'Assemblée générale. On nous demande si la convocation à une Assemblée générale de copropriété est obligatoire et si elle est adressée à chaque copropriétaire.
Alors, oui, donc notre Assemblée générale, on l'a déjà évoqué, est annuelle et elle est obligatoire. Et il faut bien convoquer les copropriétaires au moins une fois par an. La convocation doit, sauf urgence, être adressée à chaque copropriétaire. Donc, effectivement, chaque copropriétaire doit la recevoir au moins 21 jours avant la tenue de l'Assemblée générale, par lettre recommandée avec avis de réception ou par recommandé, enfin, électronique. Pour l'instant, on en voit peu, mais à mon avis, ça va se développer. Avec l'accord écrit du copropriétaire, il faut qu'il soit d'accord. Elle peut être aussi remise en main propre contre émargement ou récépissé. Je le vois très peu en pratique. Le règlement de copropriété peut prévoir un délai plus long. Donc, ce délai court le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Voilà, par la notification par voie électronique, il court à partir du lendemain de l'envoi au destinataire et pour la remise en main propre le jour de la remise. Donc oui, tout le monde reçoit sa convocation. D'accord. Alors, j'ai une autre question, alors toujours sur l'Assemblée générale. Et là, ça c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que n'importe quel copropriétaire peut demander qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour? Et si oui, si n'importe quel copropriétaire peut le faire, comment il doit faire? Comment il doit faire pour inscrire cette question? Ouais, je confirme, c'est une question récurrente des personnes qui interrogent la DIL. Oui, tout copropriétaire ou le conseil syndical peut à tout moment demander au syndic d'inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Donc, il peut le faire. Le syndic doit les porter à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Toutefois, il faut que ce soit fait dans un délai adapté, évidemment. Si, compte tenu de la date de réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour, là où les questions ne peuvent être matériellement inscrites à cette Assemblée générale, le syndic les reportera à l'Assemblée générale suivante. Il pourra évoquer cette question après l'AG pour assurer le copropriétaire, mais il n'y aura pas de vote. La demande d'inscription d'une question supplémentaire doit lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et chaque question doit être précise et rédigée de façon à pouvoir donner lieu à un vote positif et négatif. Donc, il faut quand même se renseigner au préalable, faire l'effort de bien la rédiger. Et on est là si vous avez besoin. Oui, c'est bien de préciser, Estelle. Alors là, j'ai une question concernant les charges, en fait, en copropriété. Alors, très précise. Après la visite d'un appartement, j'ai demandé à l'agent immobilier le montant des charges annuelles de la copropriété. Il n'a pas su me donner le montant exact de ces charges. Pouvez-vous me dire qui détermine le montant de ces charges et quelle en est la répartition? Alors, effectivement, quand vous achetez, il y a des conseils que l'on vous donne, certes de voir l'environnement, de voir l'état d'entretien de l'immeuble, l'état du logement. Vous recevrez aussi au moment de l'achat, mais dans une phase peut-être un peu plus tard, certains documents obligatoires. Mais effectivement, la question des charges, la question de combien va me coûter au quotidien, en plus du remboursement de mon prêt, les charges de copropriété, c'est une question essentielle et c'est judicieux de se les poser tout de suite. Donc, nous, on vous encourage vivement à solliciter dès les échanges avec les copropriétaires des éléments que vous pouvez lire, hein, de voir les comptes de la copropriété, donc de voir les derniers qui ont été votés. Et il y a des documents simplifiés qu'envoient les copropriétaires qui ne sont pas ceux forcément votés en Assemblée générale, mais ceux-là aussi, vous pourriez les solliciter pour identifier votre quote-part habituelle. Et aussi de voir les derniers PV d'Assemblée générale pour avoir une vision de ce qui va se passer plus tard. Effectivement, dans une copropriété, il y a plusieurs familles de charges. On a nos charges générales qui concernent la vie quotidienne de la copropriété, sa conservation, son entretien et son administration. Et vous devez y participer en fonction de vos tantièmes. Et celles-là, vous arriverez à les identifier avec les documents que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les charges spéciales liées aux services collectifs dont vous bénéficiez. Ça va concerner le fonctionnement des ascenseurs, le chauffage collectif. Là aussi, vous avez besoin de savoir à quoi ça correspond
et comment vous allez supporter, si vous pouvez les payer déjà, hein, voilà. Et puis d'identifier les futurs travaux pour des charges qui sont plus liées aux travaux. Voilà, on a donc plusieurs familles de charges. D'accord. Alors, il y a une autre question justement qui est un peu dans la suite logique de ça, une question spécifique. Je souhaite faire une offre d'achat pour un logement en copropriété. Quels sont les documents que je dois demander au vendeur? Et là, effectivement, là, vous avez commencé, vous avez avancé dans votre projet, vous êtes rassuré par l'environnement, il y a bien les transports, il y a pour les enfants peut-être des équipements à proximité, le bâtiment est en bon état. Oui, il y a des documents obligatoires à vous donner. Effectivement, il s'agit donc du règlement. Les documents et informations obligatoires sont les suivants. Le règlement de copropriété, vous en serez destinataire et il va vous permettre de connaître les règles de fonctionnement de cette copropriété. Les 3 derniers procès-verbaux de l'Assemblée générale, vous en avez besoin. Hein. Vous allez voir ce qui a été voté, comment se comporte le budget prévisionnel, quels sont les travaux qui sont à prévoir, est-ce qu'ils sont votés, est-ce qu'ils… Voilà. Les procédures en cours, est-ce qu'il y a beaucoup aussi d'impayés? On a besoin de savoir ce qui se passe, effectivement. Il y a une fiche synthétique également de la copropriété qui regroupe des informations financières et techniques de la copropriété dont la transmission est obligatoire. Vous avez besoin aussi de savoir des éléments d'ordre financier, le montant des charges payées par le vendeur au titre donc des 2 exercices comptables précédents, la vente, hein, ça vous en avez besoin et c'est obligatoire. Les sommes susceptibles d'être dues à la copropriété par l'acquéreur également, il va y avoir des répartitions. L'état global des impayés de charges dans la copropriété et des dettes vis-à-vis des fournisseurs. Voilà, et le montant de la cotisation au fonds de travaux, ainsi que le dernier versement effectué par le vendeur. Voilà, et on vous informera également de la superficie exacte issue de la loi Carrez. Est-ce qu'il y a des diagnostics techniques? Soyez attentifs, lisez-les. Ils vous seront remis, mais demandez-les même très tôt. Les conditions, est-ce qu'il y a un diagnostic technique? Quelles sont ses conclusions? Et une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires. Voilà, qui devrait arriver en principe. Ces documents doivent être remis au plus tard lors de la signature de la promesse ou du compromis de vente. Ils sont joints au projet d'acte de vente lorsqu'il est directement signé devant notaire et non précédé d'une promesse ou d'un compromis de vente. Voilà. Elle est effectuée par tout moyen. Aujourd'hui, ces documents, il y a un peu plus de souplesse. Ça peut dématérialiser et ils sont essentiels. Il est essentiel de les lire. Si vous avez des questions à ce moment-là, parce qu'on a vu, voilà, ils sont nombreux, ils sont un peu complexes, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut le faire. Voilà, on peut vous accompagner avant la signature de l'acte définitif et vous aider à les comprendre. Merci, merci Estelle. Effectivement, il y a énormément de choses à dire hein, je pense, sur l'achat en copropriété. Alors, je vois une question là qui est assez précise aussi. Je souhaite installer un climatiseur sur mon balcon, une question très spécifique. Est-ce que je dois demander une autorisation à l'Assemblée générale? Bien, oui, c'est une bonne question. Effectivement, et vous devez, les copropriétaires, quand vous voulez faire des travaux, et surtout celui-ci, il est à l'extérieur, il est visible, il y a à respecter la destination de l'immeuble, il y a son esthétique. Donc, il peut peut-être y avoir aussi vous pouvez aussi avoir besoin de toucher les parties communes. Vous vous en rendez pas compte, hein, en fait. Et donc, il vous faut impérativement demander et de présenter votre projet en assemblée générale. Et du coup, vous allez demander une question complémentaire à l'assemblée générale. Oui, il faut le faire. D'accord. Bon, effectivement, il faut toujours passer par l'assemblée générale de toute façon concernant les travaux en copropriété. Ouais. Donc, c'est complexe. Oui, c'est complexe et il faut qu'on ait le réflexe assemblée générale, inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Alors là, j'ai une autre question sur les charges, sur le retard des charges. Alors, la question, je la lis. Hein. J'ai eu un retard dans le paiement de mes charges. Est-ce qu'on peut me facturer des frais de relance?
Effectivement, ça peut arriver d'être en retard, d'avoir des difficultés. Effectivement, les frais engagés par la copropriété seront à la charge du débiteur, effectivement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il peut y avoir des frais qui vous sont demandés, effectivement. Alors, ensuite, on a une autre question. Est-ce que je peux assister à l'Assemblée générale de façon dématérialisée? Une bonne question, ça. Alors, oui, une bonne question. Donc, tout dépend. Voilà, je vais m'expliquer. Donc, durant la période de confinement, les syndics n'ont pas eu de choix que de proposer des assemblées générales, soit sous forme dématérialisée, ou de faire voter les copropriétaires par correspondance. Aujourd'hui, on est revenu à la normale, on va dire les choses ainsi. Et donc, le syndic fait une convocation d'assemblée générale en proposant une assemblée générale en présentiel ou avec un mandat ou en votant par correspondance. Effectivement, le vote par correspondance et la forme dématérialisée sont arrivés depuis début 2020. Même s'il y a eu le Covid, effectivement, c'était déjà prévu avant le confinement. Donc, aujourd'hui, AG, convocation d'AG, c'est présentiel, ou soit en présentiel, soit mandat de représentation, ou vote par correspondance. Me direz-vous, où est la forme dématérialisée? Donc, pour vous, il est possible de faire une assemblée générale sous format dématérialisé, mais pour ce faire, il faut au préalable avoir fait une assemblée générale qui ait choisi l'entreprise qui permettent de retransmettre, donc la loi précise, un support qui est gage d'un support qui permet de retransmettre de la voix ainsi que des délibérations en continu et en simultané. Si l'Assemblée générale n'a pas fait le choix de cette entreprise, le syndic ne peut pas proposer la forme dématérialisée. Voilà. Et si le syndicat des copropriétaires choisit l'entreprise, dit maintenant on peut faire une assemblée générale sous forme dématérialisée, le syndic sera tenu aux AG suivantes de proposer la forme dématérialisée. Voilà. Très bien. Bon, c'est pas si simple. Non. Je pense que les syndics vont peut-être pas le proposer tout le temps. Enfin, peut-être certains syndics bien équipés, comme les réseaux de professionnels de l'immobilier. Et je suis pas convaincue qu'un syndic bénévole puisse le faire. Voilà, ça sera plutôt sur des syndics professionnels. Tout à fait, tout à fait. Alors là, on a une question, s'éloigne un peu de nos questions qu'on a jusqu'à présent, mais bon, qui est quand même intéressante, sur l'utilisation des parties communes. Est-ce qu'on peut m'interdire d'entreposer une poussette ou un vélo dans les parties communes? Alors, oui, effectivement. Les parties communes, en fait, on les utilise tous et il faut être attentif. On ne peut pas entreposer ce que l'on veut dans les parties communes des copropriétés. Ça paraît aussi… il y a un outil pour ça, on en a parlé, c'est le règlement de copropriété. Il contient une partie que l'on nomme le règlement intérieur. On constatera d'ailleurs que généralement, il est affiché dans les parties communes. Donc, on va dire que chaque copropriété peut avoir une réponse adaptée. Elle pourrait l'interdire ou ne pas l'interdire. Elle pourrait prévoir un local dédié. Voilà, il faut d'abord identifier où se trouve la réponse dans le règlement de copropriété. C'est un règlement intérieur. Généralement, les copropriétaires, eux, en ont connaissance. Ce serait plutôt pour les locataires. Donc, notre copropriétaire doit faire l'effort d'informer le locataire et les syndics, généralement, l'affichent dans les parties communes. C'est pratique pour tout le monde et on connaîtra comme ça ainsi les règles de sa copropriété. Bon, il peut y avoir une petite souplesse, quelques minutes, on remonte, on redescend quand même. Il faut quand même vivre, voilà. Mais c'est de les… Peut-être on parle du stockage, voilà. C'est différent. C'est vrai qu'il y a une différence entre mettre une poussette dans les parties communes ou entreposer un grand meuble et le laisser fixe dans un couloir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir une petite tolérance pour les poussettes, on va dire. Oui. Tolérance. Bon. Mais bon.
on va dire, soit on respecte à la lettre le règlement de copropriété, soit effectivement, on considère qu'il y a une vie collective et qu'effectivement, des fois, il faut savoir un peu mettre de l'eau dans son vin, si je puis dire. Exactement. Alors, question aussi concernant maintenant l'organe du conseil syndical. Alors, très précisément, je souhaite faire partie du conseil syndical, comment faire? Alors déjà, un membre du conseil syndical, en règle générale, est élu pour 3 ans. Donc, il faut vérifier quelle a été effectivement, enfin, quelle est la durée du mandat du conseil syndical. Il y a des chances que ça soit 3 ans. Et quand doit se passer ce renouvellement? Ce renouvellement se fait en assemblée générale. Les membres sont élus à la majorité absolue, c'est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires. Et voilà, il faut regarder quel sera l'AG où on va de nouveau renouveler le conseil syndical. Et il faudra se porter candidat. Donc, on peut se porter candidat soit au cours de l'Assemblée générale. C'est en général comme ça que ça se fait. Mais il y a aussi rien d'interdit, effectivement, de se porter candidat en indiquant au syndic, avant la convocation de l'Assemblée générale, notre souhait d'être candidat. Voilà. Et après, l'Assemblée générale, soit va élire tous les membres d'un seul coup, ou des fois, il y a des assemblées générales qui élisent des membres un par un. D'accord. Voilà comment faire. Oui, bon, bah, ça va peut-être encourager certains copropriétaires à aller vers cette fonction de conseiller syndical, parce qu'effectivement, c'est très important, c'est un organe important de contrôle et d'assistance du syndicat. Alors là, j'ai une question aussi très précise. Je suis copropriétaire au dernier étage. Il y a une fuite sur la toiture. Est-ce que c'est à moi de faire la réparation? Ah, mais effectivement, c'est une question importante et qui peut être angoissante quand même. Surtout que s'il y a un problème, c'est qu'on est au dernier étage, ça nous tombe dessus. Donc, on a envie de faire la réparation. Ouais, c'est tentant quand même. Généralement, bon, alors, on parle de combles perdus, j'imagine, qui sont... Et puis, il y a le logement qui est dessous. Dans cette configuration, alors, on pourrait aussi habiter directement sous le toit, mais c'est moins commun en copropriété, mais ça existe, je le vois. Ça existe, oui. Sur les anciennes copropriétés ou dans les territoires où on cherche tous les mètres carrés, où on essaye un peu de s'agrandir, ça se produit. C'est ça, c'est ce qu'on appelle par exemple les chambres de bonne à Paris. Ah oui, pardon, c'est vrai, il n'y a pas qu'à... Effectivement, pardon. Nous, on y pense, on est en Île-de-France, donc on y pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Et effectivement, la toiture, c'est une partie commune. Donc, on ne peut pas engager une dépense tout seul. Sauf que moi, dans les petites copropriétés, elle pourrait prendre l'initiative. Effectivement, ça rejoint ma présentation et je le vois en pratique. Tout récemment, ils sont 2 copropriétaires. Le copropriétaire sous la toiture, effectivement, a pris en charge, parce que c'est dans l'intérêt de tous, l'initiative. Mais ensuite, ils vont se répartir le coût. Dans la majorité des copropriétés, il nous faudra passer en assemblée générale, bien sûr. Ouais, voter les travaux. Commune, en fait. Voilà. Tout à fait, c'est une partie commune. Ok, donc le copropriétaire n'est pas seul. Il pourra solliciter la copropriété pour faire les travaux. Alors, là, on revient sur les petites copropriétés. Une petite question. Les petites copropriétés doivent-elles aussi constituer un fonds travaux? Mais je crois que ça, on avait déjà répondu à cette question, je crois. Oui, tout à l'heure, on a répondu. On a répondu. Donc là, c'est un redit. J'ai l'impression qu'une personne a reposé la question. Oui, on l'a dit. Ah, Sonia, je ne t'entends plus. Ah, excusez-moi. Moi, de mon côté, je visualise une question très précise également, qui n'est pas courante. Si la copropriété ne trouve pas d'assurance voilà, pour couvrir la responsabilité civile de sa copropriété, oui, il y a des configurations, ça arrive qu'on nous pose la question. Il est possible dans cette configuration de saisir
un organisme qu'on appelle le Bureau central de tarification. Vous savez, c'est le BCT. Ça existe aussi pour les assurances construction ou dommages ouvrages. Le BCT est un organe composé de représentants des assureurs et assujettis chargés de désigner un assureur. Lorsqu'une personne, le syndicat de copropriété est une personne dite morale, elle aussi, soumise à une obligation d'assurance, ne trouve aucune compagnie pour la couvrir. Donc, il peut être saisi par un syndic bénévole ou professionnel et effectivement, c'est important de souscrire cette assurance. Très bien. Alors, je vois que le temps passe. Il est déjà 11h53, donc il nous reste 7 minutes. Je vais peut-être faire un petit tour des… Est-ce que vous voyez d'autres questions sur le chat ou pas? De votre côté, vous avez des questions? Non? Alors, s'il y en a une rapide, mais je vais répondre dans les appels de fonds. Est-ce que le budget est en hors taxe ou en TTC? Donc, le budget, bien évidemment, est établi en TTC. Comme on l'a précisé, le mode de répartition se fait au tantième de copropriétaire. Et donc, les appels de fonds, forcément, c'est sur le budget et ça sera forcément en TTC. Très bien. Alors, je fais un tour des questions s'il y en a d'autres. Alors, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Ok. Bon, on m'a dit que j'ai eu un problème de son à 10h26. Oui, effectivement, j'ai eu un problème de connexion. Donc, on ne m'entendait pas forcément sur ce que j'ai dit. Alors, j'ai une question, par exemple. Qui désigne le président et le vice-président du conseil syndical? Alors, le président et le vice-président du conseil syndical sont nommés par leur père, si je puis dire, donc par les membres du conseil syndical eux-mêmes. Donc, ça veut dire que c'est les membres du conseil syndical qui vont nommer le président et le vice-président. À savoir que le vice-président n'est pas inscrit dans les textes. Il n'y a pas besoin de mettre le vice-président. Par contre, le président du conseil syndical, c'est effectivement un acteur qui est prévu par la loi de 1965. Alors, après, au niveau des aides, on met, est-ce que les aides concernent également les résidences secondaires? Alors, attention, la plupart des aides dont on a parlé concernent les résidences principales et non les résidences secondaires. Donc, à faire très attention. Alors, par contre, j'ai parlé tout à l'heure de l'éco-prêt. Donc, effectivement, il peut considérer dans une certaine mesure des résidences secondaires. Par contre, effectivement, c'est quand même un dispositif qui est mis en place pour les résidences principales. Donc, non, à faire attention pour les résidences secondaires. Par contre, sur les certificats d'économie d'énergie, attention, pour les certificats d'économie d'énergie, par contre, pour les résidences secondaires, je l'ai vu appliquer. Donc, vous pouvez utiliser vos certificats d'économie d'énergie sur la résidence secondaire. Ensuite, je vois, je visualise où trouver les fiches comptabilité 1, 4 et 6. Effectivement, on a évoqué tout à l'heure qu'il y avait une nomenclature à suivre précise et qui est propre aux copropriétés, en fait. Les comptes des syndicats de copropriétaires sont concernés par le décret du 14 mars 2005. Ils sont présentés selon une nomenclature précise. Enfin, c'est le plan comptable qui leur a été adapté, en fait, tout simplement. La comptabilité normalisée instaure une technique obligatoire d'enregistrement et de classement des opérations du syndicat des copropriétaires. Et je rappelle, il y a bien 5 tableaux et annexes qui sont très essentiels pour les copropriétaires pour comprendre et comparer d'une année à l'autre ce qui se passe. Donc, ils sont joints à la convocation. Donc, il faut, d'ailleurs, il y avait un guide qui avait été publié par la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction qui présente le décret comptable. Je fais encore un tour des questions. Alors, on parle de la majorité nécessaire pour un changement de syndic. Par exemple, on l'a peut-être, on l'a dit, je pense. C'est la majorité de l'article 25. Oui, c'est la majorité de l'article 25 de tous les copropriétaires. Tout à fait.
Alors, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, hein, c'est pour ça que je passe rapidement. Alors, dernière question, parce que je vois qu'effectivement, il nous reste combien? 3 minutes avant de conclure. Donc, bonjour. Comment contester une facture injustifiée du syndic de copropriété? Merci pour votre compréhension. Alors, comment la contester une facture injustifiée? Donc, déjà, il faut que vous l'ayez vu dans vos documents comptables. Hein. Je rappelle que, effectivement, lors de l'Assemblée générale, avant, vous recevez une convocation avec l'ensemble des documents comptables. Si vous, ou, effectivement, vous l'avez peut-être vérifié également lorsque vous avez fait la vérification des comptes, puisque vous avez la possibilité de vérifier les comptes en amont de la copropriété. Donc, si vous vérifiez effectivement qu'il y a une facture injustifiée, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est effectivement non seulement de le dire oralement au syndic, si vous êtes en train de vérifier les comptes, mais alors si vous le voyez dans vos documents comptables, c'est d'écrire bien évidemment un courrier recommandé avec accusé de réception de syndic en expliquant pourquoi vous considérez que cette facture est injustifiée. D'accord ? Après, il peut y avoir tout un certain nombre de raisons pour lesquelles la facture est injustifiée. Par exemple, elle a été imputée à la mauvaise personne, ce n'est pas vous, ça peut être un autre copropriétaire. C'est peut-être parce qu'effectivement, c'est une facture qu'on a considérée comme privative, alors que c'était une facture commune. Cas de tout à l'heure, on touche à des parties communes, on touche à un toit, et puis vous recevez une facture pour ce toit. Donc, ce n'est pas normal, il s'agit d'une facture injustifiée. Donc, bien évidemment, faire un courrier recommandé avec accusé de réception et bien garder la photocopie de la lettre pour qu'on ait effectivement une copie de cette contestation. Alors, je pense qu'on va conclure. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Anne et Estelle. Oui. On va conclure, puisqu'effectivement, bon, il y a eu un certain nombre de questions. On a essayé d'y répondre au maximum. Et donc, sur la dernière question, on va donc achever donc, ce webinaire. En tout cas, on vous remercie tous pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à nos présentations. Et on a espéré qu'on a pu répondre à beaucoup des questions qui nous ont été posées. On est désolé parce qu'effectivement, je pense de mon côté qu'il y a eu des petits couacs au niveau de la connexion. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, c'est vrai qu'en direct, il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Mais j'espère que vous avez pu, en tout cas, être agréablement surpris des débats, des éléments qu'on a pu vous apporter. En tout cas, si vous n'êtes pas inscrit au prochain webinaire de cet après-midi, qui sera consacré aux enjeux de la rénovation énergétique en copropriété, sachez qu'il est encore temps de vous y inscrire et je vous invite en tout cas à le faire sur le site de l'ANIL. Donc, je rappelle le site de l'ANIL, hein, www.anil.org, à la rubrique Actualité et de cliquer sur notre événement. En tout cas, vous retrouverez le lien d'inscription sur lequel vous pouvez vous inscrire. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, effectivement, si vous avez besoin d'une information, nous sommes là en matière de logement. Ayez toujours le réflexe ADIL, votre ADIL la plus proche, puisque c'est quand même 600 juristes qui sont répartis sur notre territoire, en métropole et en outre-mer, et qui vous attendent en fait pour vous renseigner complètement gratuitement, en toute neutralité, en matière de copropriété, mais aussi sur tous les sujets qui sont liés au logement et à l'habitat. En tout cas, vous pourrez retrouver les replays des sujets qui sont abordés ce matin sur la chaîne YouTube de l'ANIL ou sur le site de l'ANIL à la rubrique toujours actualité dès la fin de la semaine. Pour trouver les coordonnées de l'ADIL la plus proche de chez vous, je vous l'ai dit, rien de plus simple, hein, il faut prendre rendez-vous directement à votre ADIL local et ne pas hésiter. Encore merci et puis à très bientôt. Voilà.